Donc, en fait, l'avenir en commun, donc c'est un programme qui a été élaboré depuis pas mal de temps. En fait, il a été aussi co-construit par tous les insoumis qui ont pu contribuer, et puis qui a été alimenté par tout un tas d'entretiens avec des experts, avec des personnes qui connaissaient très bien leur domaine et qui ont apporté leur expertise là-dessus. Et au final, pourquoi il est là cet avenir en commun? En fait, c'est pour répondre à, nous on les a classés sur 3 urgences. Une urgence écologique, une urgence sociale, une urgence démocratique. Alors je vais commencer par l'urgence sociale. Aujourd'hui en France, on a 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc c'est une personne sur 7. Donc on est un pays riche quand même, donc pour nous, c'est pas normal de continuer là-dessus. Donc, ces personnes, c'est des gens qui sont au RSA, c'est des petites retraites, c'est des gens qui sont des jeunes qui n'ont pas le droit au RSA, ou c'est des gens qui sont au RSA qui ne le touchent pas, parce qu'il y a plein de personnes qui ont le droit au RSA qui ne vont même pas le toucher. Donc quand on nous dit la fraude au RSA, ça représente rien du tout. Ce qu'on dit, on est un pays riche, on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc une des premières mesures qu'on propose, c'est la garantie dignité, c'est-à-dire c'est faire en sorte qu'aucun minimal social soit en dessous du seuil de pauvreté. On ne puisse plus dire demain, le seuil de pauvreté, donc aujourd'hui il est à 1000 et quelques euros. Alors c'est très théorique, hein, c'est quelque chose qui est élaboré par un organisme, mais au moins on pourra plus dire il n'y a plus personne en dessous du seuil de pauvreté, c'est une première étape. Ensuite, alors ça a un coût, mais ça on sait le financer, on le finance par la taxe sur le grand luxe, on le finance par l'imposition des hautes transactions immobilières, par le renforcement de l'ISF et par une refonte fiscale, donc c'est pas quelque chose qui est utopique, c'est totalement... je ne sais pas si vous avez vu le chiffrage du programme. Certains nous disent c'est pas ce que vous dites là, c'est un peu utopique. Non, c'est chiffré. Ça va les sortir de là où ils sont, et d'autres vont payer plus cher. Voilà, ça va rééquilibrer, ça va être une meilleure répartition des richesses. C'est ce qu'on prône. Ensuite sur le logement. Aujourd'hui en France, donc en plus de ces 9 millions qui sont en dessous du seuil de pauvreté, on a 150 000 SDF. L'autre jour, avec Céline, on est allé rencontrer la maire de Verdun-sur-Garonne, Aurélie Corbineau. Elle nous a dit que sur Verdun-sur-Garonne, ils ont identifié 6 SDF. Donc c'est une dame qui a un métier précaire, qui dort dans sa voiture la nuit. C'est un jeune qui dort dehors, il est plus chez ses parents. On ne parle pas des gens qui habitent chez d'autres, hein. On parle de gens qui voilà, sont dehors. Qui sont vraiment dehors là. Parce qu'après il y a tous les gens qui n'ont pas de domicile et qui vont se faire dépanner chez le copain, etc. Donc il y en a 150 000 en France comme ça. En France, on a des places d'hébergement. Il en faudrait, on en a 112 000 sur toute la France. Il en manque 38 000. Nous, ce qu'on propose, c'est créer des centres, dans les centres d'hébergement, recréer des places pour absorber tous ces SDF. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue. Et ces centres d'hébergement, c'est pas des centres juste d'hébergement, c'est des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc après, ça aide les personnes après à redémarrer, à repartir pour retrouver un travail, pour redémarrer dans la vie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est en urgence. Après, je ne vais pas en parler là parce que on ne va pas tout dérouler. Il y a le moyen terme. Après, c'est tout ce qui est création de logements sociaux qui a à construire sur la durée. Après, sur le chômage. 5,7 millions de personnes touchées par le chômage en France. Et au moins 2,5 qui sont en chômage de longue durée. Donc ça a des conséquences économiques, ça a des conséquences sociales, psychologiques. Donc nous, ce qu'on propose, c'est 2 choses. C'est une sécurité sociale intégrale professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est en fin de droit, on n'a plus le droit à la formation, on n'a plus d'indemnité, tout ça. Donc ça, nous, on propose de continuer à avoir cette sécurité sociale qui continue à perdurer, même si on est en fin de droit. Donc la fin de droit n'existe plus. Et on propose que l'État soit employeur en dernier ressort. Ça, c'est en fait, on crée un contrat de travail coopératif en lien avec des associations, en lien avec des domaines où il y a du besoin de travail un peu partout en France. Donc on va créer des centres en fait, qui vont organiser les personnes qui ont des besoins, les associations qui ont des besoins de personnes, et on va essayer de les mettre ensemble pour les faire travailler. Donc on estime que le travail est un droit, donc tous ceux qui le demanderont, comme on a créé le droit opposable au logement, on va créer un droit opposable à l'emploi. Ça, c'est pas utopique parce que
C'est ATD Carmonde en fait qui avait proposé ça, en estimant que en fait, des personnes qui sont au chômage, c'est un coût, c'est des indemnités, c'est des cotisations en moins, tout ça. Donc ils ont estimé que le chômage, ça représente une somme en fait de maintenir des gens au chômage. Donc en fait, de les réinsérer, de les faire travailler dans des associations justement qui innovent, qui font énormément de choses, ça va permettre, en fait, ça sera au final le bilan il est positif. Et il y a certains départements où il y a des tests qui sont faits en ce moment, où ils ont déjà mis en place ce système et ça a l'air de marcher. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de l'étendre à toute la France. Il ne s'agit pas de plaquer des gens sur un travail qui ne leur correspond pas en fait. Hein. On n'est pas dans cette démarche, certains le proposent. Oui. La démarche, c'est d'essayer de croiser ce que peuvent proposer ou veulent proposer les demandeurs d'emploi et les besoins des structures. Donc d'envisager l'emploi de manière beaucoup plus globale et d'être efficace, beaucoup plus efficace dans la répartition des gens sur les emplois possibles. Voilà. On ne va pas les plaquer quelqu'un qui n'a rien à voir avec un domaine et l'obliger à faire ce travail. C'est pas la même démarche. Voilà. Donc ensuite, un autre point, c'est sur les salaires. Donc en fait, en France, donc, là il y a ceux qui n'ont pas de travail. Dans ceux qui ont du travail, beaucoup ont un travail précaire, donc beaucoup de difficultés pour finir les fins de mois. Et en parallèle, on a de plus en plus de propriétaires de grands groupes dont les bénéfices en fait augmentent de plus en plus tous les ans. Pendant le quinquennat Hollande, la France était la championne d'Europe des versements de dividendes. Donc, ça veut dire que de l'argent, on en a. Donc nous, on veut un peu en répartir cette richesse. Par exemple, le CICE et le pacte de responsabilité qui a été fait sous Hollande, c'est 40 milliards d'euros par an donnés aux entreprises. Et sans contrepartie, c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas été obligées de mettre ça dans leur compte. C'était pour créer de l'emploi, voilà, pour faire des innovations, créer de l'emploi. Au final, c'est l'an dernier, c'est en novembre dernier, le gouvernement a commandé à deux cabinets d'études comment ça s'est passé ce CICE, quel a été le retour. Il y a un cabinet qui a dit ça aurait créé entre 0 et 100 000 emplois, entre les deux, c'est pas trop. Et l'autre cabinet dit, pour moi je ne peux pas estimer combien ça crée d'emplois. Par contre, ce qu'ils disent, les deux cabinets, c'est que les marges des entreprises ont augmenté, les salaires des employés n'ont pas augmenté, et donc avec ces 40 milliards d'euros par an, on aurait pu créer 1 million de SMIC. Si on prend le calcul pour du personnel hospitalier, on aurait pu créer 640 000 postes dans les hôpitaux. Comme mesure, ce qu'on propose, c'est d'augmenter le SMIC à 1 700 € brut, 1 300 net, d'augmenter le point des fonctionnaires qui est gelé depuis 2010, de faire une conférence nationale sur les salaires pour retravailler l'échelle des salaires en globalité, et puis ensuite d'arrêter, limiter l'accumulation en proposant dans les entreprises une échelle de salaire de 1 à 20. C'est ce que propose en fait la Confédération internationale des syndicats. Juste un petit exemple, c'était le salaire de Carlos Ghosn. Si quelqu'un voulait avoir en 1 an ce que gagne Carlos Ghosn, c'est quelqu'un qui aurait dû naître au moment de Léonard de Vinci et travailler jusqu'à maintenant. Donc ce qu'on propose, c'est de créer un fonds de solidarité inter-entreprise. C'est qu'en fait toutes les entreprises mettent un peu au pot et en fait on aide les entreprises qui sont en difficulté comme ça d'attente de paiement et ensuite on baisse les impôts sur les petites sociétés aujourd'hui. Et la dernière mesure, c'est pour tout ce qui est retraite, pour les petites retraites. Aujourd'hui le départ moyen des salariés en France c'est 59 ans. Donc, nous ce qu'on dit c'est que on propose la retraite à 60 ans si on a cotisé au minimum le SMIC. Voilà, c'est minimum ça. Et avec la garantie dignité dont on parlait tout à l'heure, on n'aura plus aucune retraite en dessous du seuil de pauvreté, si jamais on a travaillé que quelques années. Voilà. En France, on a un super système, la sécurité sociale. Quand ça a été créé dans les années en 1945 par le Conseil national de résistance, ils ont fait un compromis avec les mutuelles existantes pour laisser une partie aux mutuelles, pour leur laisser une activité. Plus le temps avançait, plus les libéraux ont voulu taper dans le gâteau de la santé, parce que c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, donc forcément c'est très rentable. Aujourd'hui on a la Sécu et les complémentaires, qui sont des mutuelles, des assurances, et qui font un travail d'assurance, et donc qui font payer. Plus on est vieux, plus on paye cher, plus on est dans une petite boîte, moins on est couvert, plus la boîte elle est grosse, plus on est couvert. Donc en gros c'est complètement inégalitaire, alors que la Sécu elle est complètement égalitaire, c'est-à-dire qu'on cotise selon ses moyens, reçoit selon ses besoins.
Donc c'est basé sur ce principe-là dès le début. La complémentaire, c'est pas du tout basé là-dessus, c'est un système d'assurance. Donc si on est vieux, on va payer un maximum. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de réintégrer l'activité de remboursement des mutuelles, des complémentaires dans l'assurance, dans le 100% sécu. C'est ce qui se fait aujourd'hui en Alsace-Moselle. Ça marche très bien. Ça coûtera moins cher parce que les frais de gestion sont beaucoup moins chers. C'est 6% le frais de gestion dans la sécu, c'est 25% chez les mutuelles parce que plus cher. Donc le fait de leur intégrer, ça coûtera moins cher et ça permettra d'être égalitaire. Et pour l'hôpital, donc le problème de l'hôpital, c'est qu'aujourd'hui, depuis les années 2001, en fait, on a voulu faire que l'hôpital devienne une entreprise. Donc en fait, on a créé ce qu'ils appellent la T2A, la tarification d'activité, c'est-à-dire que chaque acte à l'hôpital a un tarif, un appendicite. Ça va coûter, c'est 3 jours ou 2 jours d'hospitalisation et c'est remboursé tel tarif. Et voilà, et ils ont tout catégorisé comme ça, y compris le soin palliatif, où là, la durée, ça peut durer, mais c'est un forfait. C'est de 4 à 12 jours, je paye le même forfait, c'est 4 000 €. Donc ils ont tout intérêt à faire des trucs courts, à renvoyer les gens, les changer de service, comme ça, remettre le compteur à zéro. Ils font du chiffre comme ça. Donc comme le budget qu'on donne à l'hôpital tous les ans, il est inférieur à ce dont ils ont besoin. En fait, le budget de soins, en fait, il augmente de 4% tous les ans, globalement, parce que vieillissement de la population, technicité, etc. Le budget qui est voté à l'Assemblée nationale, il augmente que de 2% par an. Donc forcément, déjà, on crée du déficit tous les ans. Donc les directeurs d'hôpitaux, la seule façon, eux, d'être à l'équilibre, c'est de faire plus d'activités sans embaucher de personnel. Donc du coup, le personnel hospitalier, il est sous pression, il est pressurisé. Leur rôle, qui est de soigner, donc de faire l'acte, mais aussi de faire l'accompagnement humain, il y a beaucoup d'humains quand même dans l'hôpital, ils ne peuvent pas le faire ça. Donc en fait, ils ont... Ah, tu m'as... Oui. Excuse-moi, je suis trop long. En fait, ils peuvent pas faire ce travail-là, et du coup, ils sont en souffrance au travail parce qu'ils ont l'impression de mal faire, ils ont l'impression de maltraiter leurs patients. Donc maintenant, on a un taux d'absentéisme à l'hôpital qui est énorme. On a des personnels hospitaliers qui se suicident, qui reviennent sur leur lieu de travail pour se suicider, donc c'est complètement hallucinant, quoi. Donc nous, on est pour la suppression de la T2A, la tarification d'activité. On le gardera que pour des actes vraiment très précis, calibrés, mais pour tout le reste, ça sera une dotation globale. Et on propose aussi d'embaucher du personnel soignant parce que voilà, là ils sont complètement sous l'eau. Et des arts médicaux, on en a dans le Tarn-et-Garonne. On avait récupéré les chiffres de Castelmoissac où on a entre 5,8 ou 6,8 médecins pour 10 000 habitants. La moyenne nationale, c'est 10 médecins pour 10 000 habitants. Donc nous, ce qu'on propose en fait, c'est de créer des centres de santé pluriprofessionnels, d'en créer sur tout le territoire. À Lozerte, par exemple à Lozerte, avec médecins, infirmières, des thérapeutes, etc. Tous ceux qui veulent, et que ces maisons-là on puisse salarier les médecins. C'est assez cohérent, sortir de ces grosses usines que sont les hôpitaux, mais par contre être à proximité d'autres professionnels du médical, du paramédical, pour pouvoir travailler en collaboration. Parce qu'un médecin tout seul, s'il n'y a pas d'infirmière, s'il n'y a pas d'aide-soignant, s'il n'y a pas les personnes pour aller faire la prise de sang, pour aller accompagner les personnes aussi sur leurs autres rendez-vous, etc., ça ne fonctionne pas. Un secrétariat, bien sûr, voilà, puisque les médecins, en fait, ça leur prend 30% en moyenne de leur temps de faire tout l'administratif, et c'est de plus en plus lourd. Donc ce besoin-là, finalement, il est très cohérent. Voilà. Donc par rapport à la santé, Jean-Charles, tout être humain, pour nous, a le droit à la santé, c'est-à-dire au bien-être. On est parti de là, on y revient, et c'est comme ça dans tous les domaines, un équilibre de vie qui nous permet d'être en bonne santé. Et ça ne va pas toucher que le fait d'être soigné, ça touche aussi de où on vit, avec qui on vit, c'est aussi du lien social, c'est aussi du logement, c'est aussi l'argent qu'on va avoir, c'est aussi l'aménagement du territoire, les transports, etc. Les professionnels, les acteurs de terrain, et ça va rejoindre en fait une dimension sociale
qui font qu'on est en bonne santé parce qu'on est avec des gens. Le lien social, c'est quelque chose qui nous fait vivre. Si on est dans l'isolement, si on est seul, on devient en mauvaise santé. Il y a des maladies qui sont créées dues à l'isolement. On a besoin de ces rencontres-là. Donc en fait, on a une vision très large de ce qu'est la santé. Et d'autre part, on va bien sûr aussi réfléchir avant d'être malade, avant d'avoir des problèmes. Donc cette éducation populaire, elle est fondamentale pour nous sur le terrain parce que ça permet de prévenir. Mais c'est aussi des plans de prévention sur des maladies précises pour éviter d'être malade, bien entendu. Donc des plans de prévention ciblés. La lutte anti-tabac, on la connaît et on la développera. La lutte contre l'alcoolisme, contre les drogues, contre l'obésité. On a tout un travail autour de l'alimentation qui est repensé, qui a un lien avec l'écologie aussi. Les MST, etc. Donc des plans de prévention et un renforcement des moyens pour les PMI, pour les lieux de prévention médicale, les plannings familiales, etc. Mais c'est aussi réfléchir à la qualité de notre environnement, la prévention. Et donc des actions précises pour améliorer donc notre écosystème, nos lieux de vie, et donc refuser de manière évidente les OGM, l'arrêt des pesticides nuisibles, on le retrouve dans vos propositions, la réévaluation complète des substances chimiques dont les perturbateurs endocriniens par exemple, qui sont utilisés sur le territoire français, voilà. Donc voilà, c'est l'idée de dire la santé, c'est pas seulement comment est-ce qu'on va soigner, et particulièrement comment on va soigner à l'hôpital. C'est comment est-ce qu'on vit pour être en bonne santé. Ce qui me permet de faire donc un pont avec l'écologie. En fait, tous ces domaines, dans le programme de l'avenir en commun, ils sont reliés les uns aux autres. On ne segmente pas. On a tracé des lignes, mais après, tout se rejoint en fait. Il y a certains éléments qui sont là, qui sont liés avec l'écologie, qui sont liés avec le social. C'est la vie en fait. On est des humains, donc c'est logique.